Eh bien, merci beaucoup à l'Ariba de m'avoir invité à présenter le rôle de l'orthoptiste et puis ce que nous on fait également en bilan pour nos patients photophobes. Alors ça, c'est ce que la SFO m'a mis normal. Voilà. Alors, on va parler de quoi? Qu'est-ce que l'éblouissement? Alors, on en a eu déjà beaucoup parlé jusqu'à présent. Les origines de l'éblouissement, les conséquences, l'orthopsie en pratique et comment justement nous on va aider nos patients. Alors, on l'a vu déjà, l'éblouissement, c'est est dû à quoi? Une entrée en fait dans le champ visuel d'une importante source lumineuse et qui va entraîner du coup une sensation de gêne visuelle excessive qui va réduire l'aptitude à détecter ou à discriminer un objet. Et donc, c'est le signe de l'adaptation rétinienne à une situation. Les origines de l'éblouissement, rapidement, on a donc les troubles réfractifs, de ce qu'on retrouve en fait dans nos anamnèses auprès de nos patients en bilan. On a les troubles réfractifs, les troubles oculomoteurs qu'il faut penser rechercher, j'en parlerai après, les strabismes surtout divergents, l'asténopie visuelle, certaines pathologies d'origine oculaire et neurovisuelle, globalement tous les patients malvoyants, les pathologies psychologiques ou psychiatriques également, et comme Claire vient de bien en parler, les migraines ophtalmiques. Les facteurs d'éblouissement, on peut du coup définir cet éblouissement sous différentes formes. Donc on va avoir l'éclat, la lumière, la taille, la position de la source lumineuse périphérique ou droit devant, en fonction de comment elle est située par rapport à la personne, le contraste, le temps d'exposition à la source lumineuse, le degré d'adaptation à cette source lumineuse, le diamètre pupillaire et, on en parlait aussi, l'effet stroboscopique de la lumière visée du patient. Donc les conséquences sensorielles de l'éblouissement, on va observer objectivement donc une baisse d'acuité visuelle statique, dynamique, une baisse de la sensibilité au contraste et donc une diminution de l'enveloppe de vision. Les conséquences fonctionnelles que l'on va observer en bilan orthoptique, oculaire, on va avoir des sensations de tension, de ce que vont décrire les patients, des lourdeurs de paupières, des picotements, une douleur à la pression. Les symptômes visuels, on va retrouver donc une vision trouble, double parfois, un voile visuel, une baisse d'acuité visuelle, une persistance rétinienne, donc une vision instable. Et d'un point de vue général, des céphalées frontales ou en casque, des nausées, des vomissements, parfois une somnolence et aussi des vertiges. Les patients vertigineux décrivent souvent quand même une photophobie. Et tout ça donc est dû à une surcharge visuelle prolongée à l'éblouissement. Donc, comment on va essayer de mesurer et d'aider nos patients? Donc, on va déjà essayer de mesurer l'impact de l'éblouissement sur l'acuité visuelle avec le Glare test et l'acuité visuelle dynamique. On va pouvoir objectiver l'adaptation de filtres via le test de contraste et d'éblouissement. Et on va aussi, et c'est important, corréler ces tests objectifs avec les tests subjectifs des patients, avec les verres en extérieur et en intérieur. Alors, ce que j'essaie de mettre en place de plus en plus pour les patients qu'on m'adresse pour photophobie, alors déjà s'assurer d'un bilan ophtalmologique complet, bien entendu, et puis on va vraiment orienter notre bilan sur ce symptôme principal, avec une anamnèse qui va être assez poussée pour déterminer justement l'échelle de sensibilité à la lumière de notre patient. Donc moi, j'essaye de leur demander sur une échelle de 1 à 10 comment ils ressentent cette gêne. Quand et depuis quand ils sont gênés et où, donc en intérieur, en extérieur ou les deux. Le bilan orthoptique, comme toujours, un bilan sensoriel, moteur et fonctionnel, donc à la recherche d'un trouble réfractif d'abord, puis à la recherche d'un trouble oculomoteur, de troubles fonctionnels, et on va essayer d'objectiver tout ça. Des essais en conditions, donc là je vous montrerai après, moi j'aime bien sortir avec ma patient à l'extérieur, j'ai la chance d'être au rez-de-chaussée et proche de la porte d'entrée, donc c'est pratique pour sortir avec les patients, et donc on va pouvoir tester justement en conditions. Et on va aussi orienter et aider notre patient dans son quotidien. Alors, je ne vous parle pas du bilan sensoriel et du bilan moteur, puisque ça fait partie du bilan orthoptique standard. Le bilan fonctionnel, donc moi je vais donc surtout expliquer l'intérêt des verres filtrants, parce que comme toute éducation thérapeutique, beaucoup de choses passent par le dialogue et l'explication du praticien. On va tester de manière subjective selon le ressenti du patient, donc ça c'est ce que j'appelle mes tests subjectifs. En intérieur, dans une pièce, si possible à variateur de lumière, pour justement pouvoir tester différentes sources lumineuses. Et en extérieur, au soleil, mais aussi à l'ombre et aussi les passages lumineux, que les patients décrivent souvent, qui peuvent être très gênés au soleil. À l'ombre, ça va, mais par contre, le temps d'adaptation d'une zone à une autre peut être compliqué.
Donc là, un exemple, du coup, avec une patiente qui était très photophobe. Donc, je suis sortie avec elle et puis je prends plusieurs coupures de filtre. Et donc, on va déjà essayer de tester, comme vous voyez, donc au soleil et puis donc le passage lumière-ombre et ensuite à l'ombre pour du coup voir si le filtre, entre guillemets, est tout terrain. Ce qui est souvent difficile. Et donc, une fois que l'atteinte subjective trouvée, on va faire des tests plus objectifs avec, avec une ou deux couleurs qui auront été validées subjectivement par le patient. Donc les objectifs, ça va être déjà de tester l'acuité visuelle au contraste. Donc avec sur nos écrans, justement, on en parlait tout à l'heure, les écrans, on peut tester donc à 100%, 50% de contraste et 10% de contraste. Alors moi, je rajoute aussi l'acuité visuelle dynamique avant et après éblouissement. Donc globalement, 10 secondes d'éblouissement, comme pour le test de Bayard. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'acuité visuelle dynamique, donc moi, je la réalise via un logiciel spécifique. Et donc, on va présenter des optotypes isolés. Et donc, le patient, on va le faire bouger la tête dans un sens, dans l'autre, en haut, en bas. Et donc, on va pouvoir avoir une quantification de son acuité visuelle. On peut aussi tester, pour nous les orthoptistes, la vitesse de lecture sous lumière blanche avec et sans filtre. Parce que du coup, alors on en parlait, c'était toi Julie qui en parlait tout à l'heure justement, pour les enfants. C'est intéressant parce que du coup, avec le verre filtrant, on va pouvoir justement voir si l'acuité visuelle, la vitesse de lecture s'améliore, mais c'est valable également chez les adultes. Le glare test, qui est un test de sensibilité, attention, et non pas un test de récupération à l'éblouissement. Et bien sûr, le test de sensibilité au contraste, que je vais vous présenter également. Alors, le glare test. Alors, le glare test, ça se présente, là, vous le voyez sur le... Alors là, c'est sur Métrovision. Vous avez un plastron avec une source lumineuse qui peut être à droite ou à gauche. Et le patient va devoir lire les lettres en partant de l'extérieur vers l'intérieur, donc vers la source lumineuse, de la ligne du haut vers la ligne du bas. Et donc là, on a un exemple d'un patient avec filtre de 500 nanomètres, donc qu'il avait sélectionné dans les évaluations subjectives donc, pendant le bilan, et sans filtre. Et donc on voit quand même qu'il y a une amélioration, enfin un gain au niveau de cette aptitude visuelle avec le filtre par rapport à sans filtre. Donc la vision des contrastes. Donc la vision au quotidien va être confrontée, comme on le sait, à des images de différents contrastes. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir se rapprocher le plus facilement du quotidien, parce que du coup, dans toute notre journée, en fonction de nos activités, justement, nos tâches, notre perception visuelle varie selon les supports. On va pouvoir étudier la perception visuelle grâce à des seuils de perception d'objets de toute taille et à différents contrastes. Ça va étudier donc la fonction de sensibilité au contraste et ça va permettre de pouvoir tester aussi la bonne coupure de filtre chromatique. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enveloppe de vision. Donc le test de sensibilité au contraste va vous donner à la fin une courbe. Et donc tout ce qui est en dessous de la courbe, c'est la zone de perception du patient, ce qu'on appelle la zone du visible. Et donc pour les orthoptistes, vous avez un rappel en fonction de justement la fréquence spatiale, de la correspondance entre les formes globales, les formes moyennes et les détails fins. Donc les facteurs de variation de la fonction de contraste, ce sont les mêmes facteurs que ceux qui modifient l'acuité visuelle. Donc on va observer une diminution de la courbe après 40 ans, un pic décalé après 60 ans, après une chirurgie réfractive potentiellement, chirurgie de la cataracte et en fonction de certaines pathologies visuelles. Donc vous voyez sur le test, en fait, vous avez des bandes verticales qui s'alternent en fait en contraste noir et gris. Et donc, alors là, on est déjà sur des bandes très larges, mais au début, on commence avec des bandes très très fines qui sont à peine perceptibles. Et donc, dès que le patient perçoit les lignes verticales, il clique sur une poire comme pour un champ visuel. Et moins il va le percevoir, plus les lignes vont grossir et être contrastées. Donc là, c'est une slide que j'ai récupérée sur le site de Métrovision, mais qui est très intéressante, justement sur un patient qui, alors en haut, qui a été opéré, qui a eu du laser, et donc vous avez la courbe de sensibilité au contraste avant à gauche et après le laser à droite. Et également sur une myopie forte, où vous avez du coup une amélioration de la courbe de sensibilité au contraste, plus on s'éloigne de l'intervention.
Alors, un exemple de test de sensibilité au contraste en bilan orthoptique, justement, pour une patiente de 54 ans que j'avais reçue. Son champ visuel binoculaire était normal, elle était très photosensible, elle ressentait une baisse de vision sur écran au travail et en conduite de jour et de nuit. Elle a même arrêté la conduite de nuit, ce qui lui posait un souci pour le travail. Son acuité visuelle statique était de 6 dixièmes à droite, 3 dixièmes à gauche corrigée, et son acuité visuelle dynamique après éblouissement tombait à 4 dixièmes œil droit et 1,8 dixième œil gauche. Comme vous pouvez le constater sur son enveloppe de vision, elle est en dessous de la normale. Et donc pour cette patiente-là, on va effectivement conseiller des verres filtrants et c'est une indication à réaliser un bilan de conduite auprès d'un médecin agréé. Qui du coup au départ n'était pas partie du tout sur cette optique-là, parce qu'en fait elle venait vraiment on me l'envoyait vraiment pour un bilan optique pour sa photophobie. Et donc du coup quand elle a commencé à parler de la conduite, je me suis dit ce serait peut-être intéressant de faire du coup un bilan, puisque du coup son acuité visuelle dynamique était chutée par rapport à l'acuité visuelle statique. Un autre cas d'une patiente de 67 ans qui, elle, avait 8 dixièmes à droite et 1,6 dixième à gauche, forte photophobe, de jour comme de nuit, depuis un décollement du vitré. Elle avait une baisse de l'enveloppe de vision, et donc on a fait une simulation sur Métrovision. Donc là, sur la partie de gauche, donc là, c'est le test de contraste sans filtre. Donc, vous voyez qu'il est dans la limite inférieure de la normale, voire un petit peu en dessous sur les fréquences spatiales entre 5 et 20. Et puis, donc, on a mis un filtre de 450 nanomètres qui quasiment normalise, enfin, qui améliore quand même son enveloppe de vision. Et vous voyez que sur la simulation de vision qu'on peut faire justement sur le logiciel, on a quand même une amélioration de sa perception. Alors un autre cas intéressant dont j'ai parlé avec Romain récemment au téléphone, c'est un patient de 45 ans aussi très photophobe, alors depuis une chirurgie réfractive d'après lui. En fait, on me l'avait adressé justement après la chirurgie réfractive, donc moi je l'ai jamais vu avant, parce que justement il se plaignait, il disait que depuis qu'il avait été opéré, il était beaucoup plus photophobe et que du coup c'était clairement la faute de la chirurgie. Donc j'ai fait un test de contraste sans filtre. Donc vous voyez, il est dans la limite inférieure de la normale. On a fait un test de contraste avec un fil 450 nanomètres. Donc là, ça améliore quand même sa perception des contrastes. Et on a fait un test de contraste avec la Cunis 50. Vous savez, ce sont les nouveaux verres que Eschenbach a sortis, qui sont roses. Donc on a 3 types de roses. Et donc là, on était sur la teinte moyenne. Alors pour information, à l'inverse des verres filtrants qui coupent des longueurs d'onde, le test Acunis 50, c'est un verre équilibré sur le spectre du visible qui va en fait laisser passer toutes les longueurs d'onde, mais qui va les atténuer ou un petit peu les absorber, mais en tout cas, ça ne les supprime pas. Et donc, on est autour de la bande passante des 487 nanomètres. Et donc là, ce patient-là, alors après on en discutera, je pense que ça a ouvert une discussion intéressante avec Romain l'autre jour, parce qu'on peut se poser la question sur ce patient s'il n'était pas déjà photophobe avant. Donc, c'est ce que j'essaie un petit peu d'expliquer là où je travaille. Ça peut être intéressant pour certains patients qu'on sent un petit peu compliqués avant chirurgie réfractive, justement, des patients un peu très stressés, très anxieux, etc., d'effectuer des tests objectifs de contraste pour justement voir si, du coup, il n'y a pas déjà une photophobie avant la chirurgie. Donc, comment on va aider nos patients à mieux gérer leur photophobie? Donc, pour rappel, nous, en tant qu'orthoptistes, on va quand même s'intéresser aux troubles oculomoteurs type les insuffisances de convergence qui sont des facteurs de photophobie, justement. Donc, pour ces patients-là, on va rééduquer leur insuffisance de convergence, plus ou moins filtre, justement, s'il reste une photophobie en post-rééducation. Parfois, il n'y a plus besoin. S'il y a une baisse d'acuité visuelle dynamique, rééducation orthoptique plus ou moins verre filtrant également. Et s'il y a une baisse de l'enveloppe de vision, adaptation de filtre. On va aussi conseiller nos patients sur écran de baisser la luminosité et d'augmenter les contrastes. Pas de contre-jour et pas de reflets sur les écrans. Des pauses visuelles avec la technique des 20-20-20, tout le monde la connaît. Donc c'est toutes les 20 minutes, alors j'ai toujours du mal à le dire à l'oral, mais c'est toutes les 20 minutes, 20 secondes de pause à 20 pieds, donc ça fait à peu près 6 mètres. Donc il faut regarder un petit peu plus au loin. Et puis des larmes artificielles qu'on conseille, puisqu'effectivement la sécheresse oculaire est un facteur aussi d'augmentation de la photophobie. Donc en conclusion, il y a beaucoup de problématiques quand même qui se posent, parce que du coup, dans tous les patients que j'ai pu tester sur un peu cette méthode objective de test de filtre sur des tests contraste et glare test, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on choisit quand il y a une différence entre
quand il y a une différence justement entre le choix subjectif et les valeurs objectives. J'ai été confrontée à des patients qui justement subjectivement par exemple étaient bien avec un 527 nanomètres et puis en fait je retrouvais pas du tout la même chose mais en valeur objective. Donc qu'est-ce qu'on conseille? Est-ce qu'on se rapproche de ce que le patient préfère en test subjectif ou est-ce qu'on va plutôt conseiller quelque chose qui paraît plutôt pertinent objectivement? Donc après, faut tester potentiellement avec un opticien partenaire justement qui va pouvoir prêter des clips filtrants aux patients et puis essayer dans son quotidien. Le choix des couleurs des filtres, c'est toujours compliqué justement parce qu'il y a toujours la notion d'intérieur et d'extérieur. Il y a aussi la complexité vis-à-vis des temps extérieurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maîtrise de la lumière environnante. Et puis c'est pour ça que du coup on insiste beaucoup quand on a la chance de pouvoir travailler en équipe sur justement les essais à 6 mains, orthoptiste, opticien, instructeur en locomotion. Il y a un intérêt, comme vous avez pu le voir, de mesurer justement objectivement en pré- et post-opératoire la sensibilité à la lumière et l'acuité visuelle dynamique que je fais de plus en plus et que je trouve de plus en plus pertinente et qui se rapproche de plus en plus du ressenti des patients dans leur quotidien. Le bilan orthoptique donc, est un incontournable dans la prise en soin des patients photophobes. Et attention, les filtres ne sont pas la seule réponse à la diminution de la symptomatologie. Comme on a pu le voir, les troubles oculomoteurs peuvent représenter aussi un facteur déclenchant. Et donc, le bilan orthoptique, quelle que soit l'acuité visuelle statique. C'est vrai que souvent, on reçoit les patients, des fois, quand ils sont malvoyants profonds, alors que finalement, il y a des patients qui peuvent être à 7 et 8 dixièmes et photophobes, ou même des patients à 10 dixièmes qui sont extrêmement photophobes. Donc, il ne faut pas se limiter à la consultation basse vision pour les essais des verres filtrants. Merci. Du coup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une sur l'acuité visuelle dynamique. J'en avais entendu parler dans les troubles vestibulaires. L'expérience aussi sur le Usher, par exemple. Alors, j'ai pas eu de syndrome de Usher en bilan. Mais du coup, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, par contre, oui, moi, je m'en sers dans les bilans des patients vertigineux. Ça fait partie des protocoles où effectivement on teste l'acuité visuelle dynamique, notamment dans les syndromes de l'autoroute, où on peut avoir une chute de l'acuité dynamique qui peut être objectivée. Donc après, il y a différentes modes de techniques, différentes techniques de mesure de l'acuité dynamique. La plus artisanale, c'est en face un test d'acuité visuelle et puis de faire tourner la tête au patient. Et puis du coup, on fait défiler l'acuité visuelle sur l'écran. Après, du coup, moi, je suis équipée d'un système avec tracker, donc ce qu'on appelle le Virtualis. Donc c'est un casque et du coup, le patient lit sur un écran également. Mais par contre, là, il fait vraiment des mouvements de tête et la lettre, elle change en fait de position dans l'écran. Et après, du coup, on a des valeurs normées. Enfin voilà, on a vraiment des diagrammes qui sont intéressants. Mais oui, effectivement, pour les patients vertigineux, c'est intéressant. Oui, alors du coup, moi j'ai l'outil depuis le mois de février, donc justement là je suis en train de tester un petit peu parce qu'à la base c'était quand même beaucoup orienté pour les kinés, cette rééducation-là. Donc là je me saisis de plus en plus de l'outil et justement effectivement il y a des exercices qui sont proposés également pour pouvoir améliorer l'acuité visuelle dynamique. Donc je vous en dirai plus à une autre fois. Oui. Alors, orthoptiste, bilan orthoptique. Parce qu'après, en principe, maintenant, les médecins n'ont plus l'obligation de spécifier le type de bilan sur l'ordonnance. On n'est plus obligé de marquer bilan basse vision, bilan neurovisuel, bilan orthoptique ou XY. Donc, bilan orthoptique, et après, vous cotez ce que vous recherchez. Donc, après, il peut préciser un bilan orthoptique dans le cas d'une photophobie. Voilà, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la